Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On poursuit aujourd'hui en vous présentant de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 24 septembre 2019. Cette fois-ci, il y a eu encore une fois, et c'est un sujet qui revient périodiquement, non pas depuis quelques mois, voire même des années, le fameux enjeu des inondations et de la fameuse ligne qui détermine le niveau, le seuil d'inondation. Il y a des messieurs qui se battent pour ça depuis des années auprès de la MRC, mais même auprès de la Ville également. Eh bien oui, ils sont revenus à la dernière Assemblée du Conseil. Bonsoir, M. Florent. Bonsoir. Donc, ce soir, on veut simplement revenir sur la dernière fois qu'on a intervenu. On veut vous expliquer pourquoi on n'a pas le choix de procéder comme l'ont fait la Ville de Laval en sortant 700 résidents de la plaine inondable. Parce que présentement, si on discute avec le gouvernement sur la plaine inondable, le gouvernement ne saurait reconnaître qu'il a fait une erreur. Puis là, on se rappelle que vous avez fait une résolution concernant qu'il y a une erreur. Donc, l'accord, elle serait interdit par le ministère de la Justice. Parce qu'on a en main un document qui dit effectivement qu'il dit à l'environnement, vous ne pouvez reconnaître que vous avez fait une erreur en fixant la cote. Si on sort tout le monde de la plaine inondable comme à Laval, c'est comme si on repartait à zéro. L'accord entre les parties serait vu comme une entente et non comme une correction suite à une erreur sur la plaine inondable. Donc, c'est important de procéder comme Laval l'ont fait. Parce que le ministère, automatiquement, bien, le gouvernement va dire, bon, ils sont de bonne foi, donc l'erreur, ils la reconnaîtront pas. Donc, l'accord entre les parties serait vu comme une entente et non comme une correction. Madame Marcoux, est-ce que je peux poser une question à Madame Marcoux? Oui. Vous avez compris qu'entre la cote 94 et la cote 96, qui est celle décrétée à Saint-Jean ici par le gouvernement, que M. Landlois perd 32 pieds de terrain. OK? Donc, il n'y a rien comme visualiser. On dit toujours qu'une image vaut 100 mots, hein, 1000 mots. Donc, vous étiez d'accord que le gouvernement n'a pas tenu parole de corriger cette cote-là. C'est quoi votre question? J'y arrive. OK? Ce qu'on voudrait, c'est que vous passiez une résolution, comme l'ont fait Laval. Donc, je vais laisser à M. Landlois la suite des choses. Merci, M. Florent. On voulait récapituler à la dernière Assemblée, on n'a pas jamais le temps de finir. Madame Marcoux, vous avez dit à la commission parlementaire que c'était sine qua non, que vous deviez accepter la cote du gouvernement à 96 pieds pour avoir une entente dans la plaine inondable. Vous vous en souvenez? Et ça date de longtemps. Hein? OK? Je vous écoute, M. Landlois. Vous comprenez que si je veux avoir maintenant un titre clair, je suis obligé de racheter mon propre terrain. Parce que les maires, quand je dis vous, en fait, c'est parce que vous représentez les maires de la MRC, OK? Vous comprenez que pour avoir un titre là, il faut que je rachète mon propre terrain parce que les maires ont voulu avoir une entente sur une fausse cote. Est-ce que vous trouvez ça juste que moi, aujourd'hui, je sois obligé de racheter mon propre terrain parce que les maires voulaient avoir une entente sur la plaine inondable? Moi, M. Landlois, là, ce soir, je vais vous écouter. Comme c'est un dossier qui est assez loin,
Je vais aller refouiller dans ça à la MRC. Je vais aller me rafraîchir la mémoire, mais vous n'aurez certainement pas, de ma part, une résolution ce soir. Sine qua non, vous ne vous rappelez pas de ça? Je peux vous Et sortir la... vous, M. Landlois, vous n'avez que ce dossier-là dont vous nous parlez depuis plusieurs années, mais nous, on n'en a pas seulement qu'un dossier. Et ça fait déjà 3 ans que je peux à la MRC, fait que j'entends même plus parler du dossier là-bas. Fait que je vous dis que je vous écoute ce soir, et je vais aller valider ce que vous dites, puis je vais en discuter même avec M. Laplante. Mais ce n'est pas la MRC, madame. Ça, c'est en commission parlementaire que vous avez dit ça. Je vais aller revoir ça. Je peux vous le donner, le texte de la commission parlementaire. Ce serait apprécié, M. Landlois. Vous me le donnerez, M. Landlois. Oui, ce serait apprécié. Vous Oui. pouvez nous donner une copie. Je suis en train de m'expliquer avec Mme Ouais. Marcoux, là, M. le maire. Vous savez que le ministère de l'Environnement, il sait que les maires ne peuvent pas modifier la cote. Même M. Laplante l'a dit, les maires ne peuvent pas modifier la cote, ne peuvent pas modifier la cartographie. Pourtant, le ministère de l'Environnement écrit à la MRC, il leur dit que s'ils souhaitent, ils peuvent modifier la cartographie. Si le gouvernement propose aux maires de la MRC qu'ils peuvent modifier la cartographie, est-ce que c'est un gouvernement qui cherche la confrontation? Et je vous ai dit tout à l'heure ce que j'avais à vous dire, M. Landlois. Je vous écoute, je prends des notes, je vais aller revalider ce que vous dites. Je vais aller, si vous pouvez me donner le document de la commission parlementaire, je vais apprécier. Je n'aurai pas besoin de le chercher. Je vais le relire. Mais vous êtes capable de me dire, si le gouvernement soumet au maire, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la cartographie. C'est un gouvernement qui cherche la confrontation? M. Landlois, je ne donnerai pas de position là-dessus. Je vous écoute ce soir-là. Moi, à la MRC, là, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas été Mais là. je parle là. pas vous n'êtes pas au courant que le gouvernement a proposé au maire, s'il le souhaite, de modifier la cartographie. Je peux vous donner la lettre, la réponse du Accepté. gouvernement. OK. Je vous la donnerai. Mais il me semble que si le gouvernement, vous n'avez pas besoin de voir le texte, en tout cas. Si on veut corriger la cartographie, sans dire que le ministère a fait une erreur, il faut recommencer comme c'était avant la loi 28. Il faut remettre les choses à zéro, comme M. Florent l'a expliqué tantôt, pour ne pas que le gouvernement ait à dire qu'il corrige son erreur. M. Fontaine, il est d'accord avec la solution de Laval, parce que c'est la seule façon que le gouvernement a trouvée pour permettre une entente sur la plaine inondable sans devoir admettre qu'il a fait une erreur. Moi, je vous demande, Mme Marcoux, êtes-vous d'accord avec M. Fontaine que l'on fasse comme Laval? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, ce soir, je vous écoute. Oui. Je ne passerai pas de résolution. Si quelqu'un veut en passer une résolution, je n'ai pas de problème, mais je voterai dessus quand elle sera sur la table. Moi, je propose, Jean, Jean, dis pour que je vais aller présenter, m'informer. S'il vous plaît. Complétez votre réponse, Mme Marcoux. Bien, c'est encore la même réponse que tout à l'heure. Là. Je Parfait. recommence. Moi, j'aimerais Merci savoir... beaucoup. Merci beaucoup, M. Landlois. Le 5 minutes est terminé. Bonsoir, M. Lamarre. Bonsoir. Stéphane Lamarre, secteur Saint-Luc. Avant de débuter, je voudrais prendre 30 secondes pour féliciter les concitoyens qui sont assis derrière moi pour leur implication dans leur milieu de vie, leur secteur, que ce soit pour M. Langlois, M. Boucher pour l'aéroport. Parfois, les citoyens, on peut être vus comme des chialeux quand on vient se présenter à vous, mais il reste qu'il y a des gens qui se présentent à vous avec des solutions, avec des pistes de solutions pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec l'aéroport. Mais bref, ils ont fait un travail. Ils ne vous arrivent pas en disant « faites de quoi, on est tanné de ça ». Ils vous arrivent quand même avec des éléments du travail qui est déjà fait pour débuter toujours bien ou continuer un dossier. Moi, je pense qu'on peut... moi, je leur lève mon chapeau, en tout cas sur le travail, puis le temps, l'investissement qu'ils font. C'est important. Vous avez raison.
Mon premier point, ma première question, j'en ai deux ce soir. À la dernière réunion que j'ai visionnée, à la fin, au temps de parole, quand Mme Claire Charbonneau, elle a fait l'état des projets qui n'avaient pas pu voir le jour. Vous parlez du 800 industriel. Entre autres, vous avez associé le maire, les citoyens, vous avez parlé de désinformation. Moi, ce que ça m'a accroché et que j'ai essayé de penser, essayé de chercher dans les découpeurs de journaux ou quoi que ce soit, vous avez dit à la fin, Mme Charbonneau, qu'il y avait une liste beaucoup trop longue à énumérer. Moi, ce soir, là, rapidement, comme ça, à brûle-pourpoint, là, nommez-moi donc 3 projets, je les cherche, là, 3 autres projets qui auraient pu être à cause des citoyens ou à cause du maire. Le pour voir le jour. 1055, boulevard du Séminaire, qui a OK. presque avorté parce qu'il y a eu de la désinformation des gens qui ont passé. Il y a eu 2 projets sur la rue Saint-Jacques aussi. Je n'ai pas les adresses, là. OK. Puis, à part ça, il y en a peut-être eu d'autres, là. Pour l'instant, c'est les 3 qui me viennent à l'idée. OK. C'était juste à cause de la désinformation, il n'y avait pas rien au point technique, que ce soit comme présentement au niveau de l'Église Saint-Gérard, ce projet-là, où les citoyens s'impliquent. Là, on s'en va en référendum là-dessus. Là. C'était toute la désinformation qui faisait que ces projets-là avaient pas pu voir. OK. C'est beau. C'est votre opinion, je la respecte. Ma deuxième question, si vous voulez prendre 30 secondes pour répondre à la fin dans votre temps de parole. Moi, dans les dernières semaines, avec ce que j'ai vu au niveau des nouvelles, quand j'ai vu la fermeture du Samuel, j'ai jamais été au Samuel, mais je vais quand même dans des restaurants dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a quelques restaurants. Je sais que le Vivaldi est à vendre depuis un certain temps, un restaurant que je vois régulièrement. On parle de nos commerces, qui certains sont en jeu, soit par manque d'employés ou autres, parce qu'il y a une baisse d'achalandage. Il a été mentionné dans le Canada français il y a 2 semaines, étant donné l'ouverture, le reportage qu'il y a eu par rapport au Samuel. Moi, ce qui m'inquiète, que je veux savoir à l'ensemble du Conseil, il n'y a pas de politique ni de partisanerie. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez dépensé plusieurs millions de dollars pour améliorer le Vieux-Saint-Jean, le centre-ville. Ça commence à être beau et attirant. Je regarde le Samuel, j'espère que ça va être repris. Il y a eu beaucoup d'argent de mis pour refaire une façade, une beauté à cette place-là. Et pendant qu'on développe des terrains, je le sais que la ville ne peut pas empêcher d'émettre un permis de construction sur des terrains. Par contre, c'est la ville qui fournit les terrains. Lorsqu'elle développe des secteurs, des infrastructures et tout, quand les terrains sont là, bien, on a juste à demander des permis. Je ne vous dis pas de faire un moratoire puis de tout bloquer le développement, sauf qu'il va falloir que ça soit conséquent pour éviter, comme j'ai écrit l'autre jour dans une lettre, de vider des commerces existants pour en remplir des nouveaux. On ne s'aide pas personne, on n'aide pas les taxes, on n'aide pas les commerçants de notre ville. Puis les citoyens ne mangeront pas 6 repas par jour juste pour faire vivre les nombreux restaurants qu'on a à Saint-Jean. Ça, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Parce que de l'autre côté, puis là, je fais un rapport avec ce qu'on parle depuis plusieurs mois, avec le père, que oui, il y a eu peut-être une possibilité d'un développement d'une usine à un moment donné, mais quand on parle des terrains, des bâtiments existants à Saint-Jean qu'il faut utiliser, bien, si le père il serait développé, ça serait possiblement un même cas qu'on est en train de voir au niveau de la restauration, des restaurants qui ferment ou des bâtiments qui se vident pour aller remplir des nouveaux. Il y a moyen de travailler intelligemment pour remplir ce qu'on a déjà, utiliser les terrains qu'on a là et éviter, comme M. Bessette dit, qu'il y ait du cannibalisme qui soit fait, surtout si je parle des restaurants. Fait que si vous avez une idée, au moins avez-vous une piste, une idée, ou de vous asseoir à un moment donné, j'aimerais une réponse de vous pour qu'on ait du développement intelligent dans notre ville, qu'on arrête de jouer à la chaise musicale, avec tous les domaines, commercial, industriel, peu importe. Il y a de quoi faire avec ça. Vous ne pouvez pas dire, si vous me dites que non, ce n'est pas un problème, bien désolé, vous êtes aveugle. Merci, M. Lamar, pour votre intervention. Effectivement, là, évidemment, le Conseil ne peut pas venir déterminer sur quels sont les restaurants qui rouvrent, quels restaurants qui ferment. On ne peut pas contrôler les habitudes des gens ou l'offre qui est faite, l'offre commerciale qui est faite. Cependant, on contrôle le zonage. Puis effectivement, quand on vient permettre des nouvelles zones commerciales, il y a un risque que d'autres, des plus vieilles zones commerciales se dévitalisent. Et effectivement, c'est quelque chose que les membres du Conseil devraient réfléchir et tenir compte dans leurs décisions. Merci, M. Lamar. Simplement, M. le maire, j'aimerais avoir une réponse écrite concernant le règlement 0
625. Est-ce que je peux avoir ça par écrit? Oui, je vais demander, monsieur, là, Stéphane Baudin est parti se cacher, c'est ça? On l'attendait. La réponse relativement à la légalité du règlement 625, on a eu une réponse de Mme Tivierge. Monsieur Florent demande si c'est possible d'avoir un écrit sur la légalité de ce règlement-là. Bien. Merci. Puis, peut-être un petit commentaire sur ce que la personne vient avant moi, là. Moi, je peux vous dire que c'est l'enfer de circuler au centre-ville de Saint-Jean. On a de la misère. Quand on va aller dans des restaurants, quand on va aller dans des endroits, le stationnement, c'est l'enfer. Les rues fermées, les rues... on ne sait jamais comment circuler. Puis là, avec le nouveau pont qui s'en vient, c'est encore pire. Puis je pense que c'est une des problématiques qui fait qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment présentement. Parfait. Malheureusement, le pont n'est pas ouvert, puis on se demande quand est-ce qu'il va l'être. Il rouvre quand, le pont, justement? C'est une bonne question. J'avais prévu justement en parler lors de mon mot à la fin. Comme vous savez que ce n'est pas la ville qui effectue les travaux du pont actuellement, c'est le MTQ via un entrepreneur qui a obtenu le mandat. On s'attend à avoir... on va en avoir le cœur net d'ici la mi-octobre, d'ici un mois environ, où les tests vont pouvoir être effectués. Actuellement, les travaux vont bien, ça progresse super bien, autant du côté de la rue, l'aménagement de la rue, des trottoirs, etc., que le remplacement des pièces là, qui avaient été défectueuses. Et là, on attend la fin de la saison du bateau, la fermeture du canal de Chambly pour effectuer les manœuvres et faire des vérifications du pont. Donc, si les manœuvres sont effectuées et tout va bien comme on anticipe, bien, on pourrait avoir un pont qui pourrait ouvrir d'ici un mois, comme je vous dis. Mais évidemment, on va devoir s'assurer que les réparations tiennent le coup, là. OK, merci beaucoup. Merci. Le pont Gouin, on en a parlé tantôt. D'ici un mois, nous devrions avoir des bonnes nouvelles. Nous devrions avoir les confirmations que le pont va être fonctionnel. On se croise les doigts pour que ça fonctionne. Tantôt, nous avons eu une discussion avec les membres du conseil et nous avons convenu de lancer une réflexion collective avec vous, les citoyens, mais aussi les différents partenaires culturels et historiques sur le territoire, sur le nom du futur pont, du nouveau pont qui est actuellement en construction. Donc, je n'ai pas de détails à vous annoncer ce soir, mais bientôt, on va vous soumettre une procédure. On va interpeller les citoyens pour recevoir des suggestions, comment on pourrait appeler ce nouveau nom, avec des arguments, évidemment. Et un comité sera créé avec des élus, avec des spécialistes, avec des historiens, etc., pour faire une suggestion au conseil pour déterminer. Et évidemment, on souhaite obtenir un nom qui va générer le plus grand consensus au sein du conseil, mais aussi auprès de la population. Donc, soyez aux aguets, suivez les médias. On va vous annoncer justement, on va vous interpeller rapidement sur le nom de ce futur nom-là. Dans un premier temps, M. Boucher, félicitations et merci pour les points que vous avez relevés et les solutions que vous avez apportées. Je trouve ça proactif et pertinent. M. Lamarre, le centre-ville, je pourrais vous en parler une soirée de temps. Je vais avoir une entrevue pour Vie de quartier la semaine prochaine, donc vous allez pouvoir lire un peu ma vision du centre-ville. Présentement, je pense que le centre-ville est encore très enclavé. Je pense qu'on invite plutôt les gens à sortir du centre-ville plutôt qu'à y accéder. L'ouverture sur la rivière, l'ouverture stratégique sur différentes rues devrait se faire. Donc, il y a d'autres acquisitions qu'il faudrait qu'ils se fassent pour que notre centre-ville ventile et puisse fonctionner. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du développement et sécurité de la voie ferrée qui traverse Saint-Jean-sur-Richelieu. Le transport en commun, c'est l'avenir, autant pour la marchandise que les êtres humains. J'y crois. Et on n'invente rien. Autrefois, du côté de Saint-Jean, comme du côté d'Iberville, il y avait des gares qui prenaient des gens et les amenaient à leur destination. Article intéressant que j'ai lu dans le Courrier le 12 septembre dernier, intitulé «
Petit train va loin pour le corridor ferroviaire Estrie-Montérégie. Concernant la réfection des infrastructures ferroviaires, il faut s'occuper de notre chemin de fer parce qu'il est en piètre état. Je me suis questionnée, pourquoi Saint-Jean n'est-elle pas autour de la table de discussion? Ils veulent augmenter la capacité du réseau. D'accord, mais à quel coût de décibels? À l'heure où la jeune Greta fait ses allocutions poignantes sur la consommation et l'individualité, le transport en commun fait du sens. Il faut investir dans nos réseaux ferroviaires, faciliter le déplacement actif, les pistes cyclables, le passage piéton, et avoir un réseau d'autobus adapté aux habitudes de vie de nos citoyens. Nous devons nous doter d'un plan de transport en commun global. Le train, le REM, l'autobus et même le vélo peuvent s'harmoniser pour offrir une alternative intéressante à la voiture et au stationnement. Et puis, je peux vous en parler longtemps avec nos problèmes au centre-ville. Cela étant dit, nous ne voulons pas brimer la qualité de vie de nos citoyens avec les nuisances telles que le sifflement de train. J'ose profiter de cette campagne électorale fédérale afin d'interpeller nos candidats pour leur demander de parler d'incitatifs pour réduire les nuisances du bruit du train. Aidez-nous à développer notre ville en nous donnant des outils pour réduire les inconvénients reliés au train. Nous avons besoin de sous pour faire des aménagements sécuritaires, murs anti-son ou barrières, dépendamment du développement urbain existant pour stopper le sifflement. Nous voulons éviter d'entendre ce vacarme de sifflement chaque fois que le train passe à une intersection, puis au centre-ville, il y en a 6. Ouvrir les discussions avec des compagnies ferroviaires concernant la pertinence de peser sur le piton trop longtemps pendant la nuit. Je suis persuadée que nous pouvons profiter des bienfaits que le train pourrait nous apporter, tout en minimisant les nuisances. Rapidement. Les trains ne partiront pas. Ils font partie de l'essor économique des régions du Québec depuis belle lurette. Je veux maximiser cette opportunité afin qu'ils fassent partie de la solution du transport en commun. Je vais avoir ce contact privilégié, faire partie de la discussion de ce projet. Imaginez faire revivre la gare Foch, lui donner son lustre et sa vocation d'autrefois aux frais de ce grand projet. Je veux que nos candidats fédéraux considèrent l'importance du transport ferroviaire tout autant que l'importance de la qualité de vie des citoyens qui y habitent autour. Et ça, c'est de revoir aussi les règlements sur les bruits et subventionner les barrières. Il est donc important que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fasse partie de la table de discussion afin de trouver des solutions à long terme durables pour notre centre-ville. Donc, je voudrais donc mandater un élu et un fonctionnaire de la sécurité publique qui pourrait représenter les intérêts de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et faire partie de cette coalition ici. Je vais vous déposer l'article. Je vous remercie. Bonne soirée. Monsieur Langlois. Bonsoir. Écoutez, on va commencer par le centre-ville. Tous ceux qui disent qu'on n'est jamais d'accord, je ne sais pas si vous regardez, là, mais je vais aller avec tous mes confrères. Ah, c'est pas pire, hein? On a comme toute la même vision au niveau de l'importance du centre-ville. Ramener l'appareil public, les fonctionnaires au centre-ville, ce que Justin a parlé, que ce soit Oxygène, c'est sûr que la majorité des commerçants ont besoin de trafic. Et c'est sûr que ce n'est pas dans des lieux de jeudi soir, vendredi soir, samedi. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, on se plaint à cause du manque de stationnement. Donc, la problématique est comment vivre le reste de la semaine. Donc, moi, je suis d'accord à ce qu'on regarde ça le plus urgent possible, puisque nous avons fait des investissements majeurs. Le pont va venir et je crois vraiment que ça va remettre en place le centre-ville. Je crois qu'on devrait revoir aussi le positionnement du centre-ville, notre vision à court terme et à long terme, au niveau que ce soit culturel, et peut-être ramener encore plus la rivière aux citoyens et aussi au niveau touristique pour s'assurer qu'on ait un meilleur positionnement. Une autre chose peut-être que moi j'amènerais aussi, c'est notre flexibilité dans les appels d'offres ou appuyer les gens qui amènent des projets au centre-ville, s'assurer qu'on ait vraiment une vision, donc qu'on pourrait avoir plusieurs appels d'offres, plusieurs gens qui nous amènent des projets qui seraient vraiment plaisants. Souvent, on est un peu, on y va à tâtons, donc la majorité des projets qui amènent ça à table, on les, sans dire les refuse, mais on n'est pas très aidant. On attend, on a plusieurs choses qui piétinent au lieu d'arriver puis de laisser l'économie faire son compte à l'intérieur même du centre-ville. Et je crois qu'on devrait monter en hauteur dans plusieurs aspects
de plus en plus, si on regarde tout au long de la voie ferrée, là, il y a plusieurs situations où est-ce qu'on pourrait s'assurer d'avoir encore plus de gens. Fait que ça, c'est pour le centre-ville. Autre chose, pour qu'est-ce qui est du bruit, François, la majorité des intervenants, vous avez mon appui. Je te fais confiance. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une situation dans laquelle je connais et qui est pour moi des plaintes de tous les jours. Comme Mme Marcoux disait un peu, on a d'autres dossiers. Ce n'est pas le dossier dans lequel je connais par cœur. Donc, François, tu vas avoir mon appui sûr et certain. Au niveau Saint-Gérard, je veux juste vous dire que vous avez tout à fait raison de faire ce que vous faites. C'est votre secteur, c'est à vous les citoyens. Et ce n'est pas de la désinformation que de vouloir se protéger et de vouloir informer. Et c'est pour ça que le référendum est là. Dernier petit point rapidement. Je rappelle que le transport actif, c'est un transport à pied, à vélo, à planche à roulettes, à roues alignées, course à pied et ainsi de suite. Vous pouvez le voir sur le site du gouvernement. Vous avez juste à taper transport actif dans un but au niveau que ce soit d'améliorer la santé, la société. Je vous indiquerai peut-être pas tout. Ce que j'amène ce soir, c'est que le transport actif est fait dans des zones résidentielles et commerciales dans un but pratique, non pas juste récréatif. Et là, j'interpelle peut-être tout l'ensemble de mon conseil ce soir et peut-être aussi la Ville de regarder au niveau de la passerelle. Rapidement. OK. Oui, vraiment désolé. La passerelle, on a toujours pensé faire la passerelle l'autre bout dans un objectif récréatif, mais il faut quand même penser qu'actuellement, il y a des gens qui traversent Pierre-Caisse et le boulevard Saint-Luc à pied. J'ai des familles en vélo. C'est hyper dangereux. Et c'est pas vrai que la passerelle, je suis désolé, l'autre bout de Colibri va régler un transport pratique dans des objectifs d'un transport actif réel pour des fins pratiques. Fait qu'il faudrait peut-être regarder lorsqu'on revoit le boulevard Saint-Luc ou qu'on revoit Pierre-Caisse ou qu'on retrouve une façon pour s'assurer que les gens puissent le faire aussi dans des avenues pratiques. Donc, pour être sûr de traverser. Vous verrez sur le boulevard Saint-Luc, essayez de vous imaginer une famille de 5 enfants. La dernière fois, il y était 5 enfants qui traversaient le boulevard Saint-Luc en vélo. Merci. C'est assez spécial. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 24 septembre 2019. Ici Éric Latour. Si vous désirez me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, @tvhr9.com.